bienvenue pour cette nouvelle émission que j'offre pour vous. C'est une série d'émissions et aujourd'hui c'est peut-être une des meilleures parties à voir, peut-être un peu long comme toujours, mais très instructif et intéressant pour vous. Titre de l'émission qui n'est pas du tout racoleur: combien de temps Claude François est-il resté dans sa tombe? Voilà une question qui va passionner beaucoup de gens, peut-être même le Quai d'Orsay, pourquoi pas l'Élysée, même la police française, et évidemment tous ceux qui étaient proches de Claude et qui ont pleuré sa disparition. On va voir une photo inédite. Dans cette photo inédite, nous voyons donc Danny Borg, la capitaine des Claudettes. Regardez bien sur la gauche, elle serre une personne mystérieuse dans ses bras. Je vais tenter de l'identifier et je peux vous assurer que dans le journal de mort, un des journaux de sa mort, il n'était pas dit qui était cette personne dans ses bras. Mais avant, nous allons regarder l'arrière du plan. Nous voyons la très belle et charismatique Nadine, qui à 68 ans pleure encore la mort de Claude François et peut-être n'a toujours pas compris le sens réel de cette mort, mais en tous les cas pour elle il est bien mort, c'est clair, malgré qu'il a refermé sa main sur elle et que quelqu'un de mort n'aurait jamais pu faire une telle chose. Mais elle est dans une rue à ce moment-là, elle pleure, elle est triste, elle ne sait pas comment sécher ses larmes et elle a pleuré énormément. On parle de plusieurs jours, on parle même que quelquefois il lui arrive encore de penser à Claude et même encore de verser une larme. On voit derrière elle une fille aux cheveux noirs qui pourrait être Sandra, mais par contre une fille bien identifiée contre le mur, c'est Julie. Julie, d'ailleurs une très très jolie Claudette, qui est la seule Claudette qui a expliqué que Claude était peut-être pas tout à fait ce qu'on imaginait de lui, que c'était un être inversé, et que tout ce qu'on nous a dit sur Claude avait sans doute, on va dire pour beaucoup d'éléments, aucune réalité. C'était un être inversé, d'ailleurs elle va décrire un personnage plutôt gai, dira-t-elle. On ne sait pas dans quel sens elle a voulu dire cela, mais sans doute que c'était un langage codé. Nous voyons sur le côté gauche Danny Borg qui serre dans ses bras une personne. Cette personne, je vais tenter de l'identifier de dos, et je peux vous dire qu'il y a peut-être que Claude François en personne qui pourrait identifier cette femme dont on ne voit absolument pas son visage. Et si vous faites des recherches photographiques de journaux sur sa mort, vous verrez qu'aucune indication n'est donnée sur cette mystérieuse femme qui serre dans ses bras une très belle Claudette charismatique, Danny Borg. Selon moi, évidemment j'ai pas de certitude absolue, selon moi cette femme pourrait être, je dis bien selon moi, bien que je ne vois pas son visage, la femme de Jean-Pierre Bourter. Voilà comment je commence cette émission en tentant, c'est vrai, d'identifier une personne sans même voir son visage. Mais c'est peut-être ma grande force d'en être capable. Oui, c'est pas évident d'identifier une femme de dos comme ça. Je peux vous dire que pour la plupart des gens qui sont sur YouTube, on peut même dire la totalité des gens, personne ne pourrait dire cette femme est la femme de Jean-Pierre Bourter sans même voir son visage. Personne ne pourrait le dire, mais Claude François, lui, s'il n'était pas mort, pourrait le dire. Je dis bien s'il n'était pas mort. Mais c'est tout de même le thème de cette émission, c'est de savoir s'il est réellement mort, et surtout combien de temps est-il resté dans son cercueil, Claude. Mais avant de vous parler de tout ça, puisque vous vous imaginez sans doute que ce soit la police ou autre, que Claude François est dans son cercueil depuis tant d'années, c'est pas tout à fait la vérité. Jésus n'avait pas répondu à cette phrase de Ponce Pilate. C'est quoi la vérité? Je vais essayer d'y répondre, bien que c'est difficile de répondre à la place du Fils de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que la vérité est souvent cachée. Et que la vérité, on ne peut y répondre qu'à partir de compléments de vérité. Ainsi, pour vous expliquer
la mort de Claude François, combien de jours il est resté dans sa tombe, j'ai besoin de 2 articles de France Dimanche. Sinon, ça sera très difficile, sans preuve, de vous l'expliquer. La vérité a besoin aussi de preuves, parce que c'est quand même mieux pour expliquer les choses. Le 11 mars, je répète, le 11 mars 1978, Claude serait mort entre guillemets. Prudence, prudence de tout ce qu'on nous dit qu'il est mort. Prudence, ça c'est la version officielle. On sait que ce jour-là, c'était compliqué d'annoncer sa mort au point où Marie-Thérèse, alors que Claude était mort depuis plus d'1 heure, explique à la presse, au téléphone, que Claude François n'est pas mort. Ne vous inquiétez pas, Claude François n'est pas mort, il va venir à l'émission Les Rendez-vous du dimanche. Laissez-lui un peu de temps pour se préparer. Voilà ce que prétend Marie-Thérèse 1 heure après la mort de Claude François, alors qu'il était mort et qu'elle avait même eu la confirmation du pompier. Mais Marie-Thérèse était en contact, son attachée de presse, avec la presse locale, c'était ici Paris, France Dimanche et tant d'autres journalistes, la télévision, etc. Et alors qu'il était mort depuis 1 heure, elle expliquait: Claude François n'est pas mort, il va se préparer, il va venir, ne vous inquiétez pas, il arrive. Il y a toujours eu un doute sur la mort de Claude François, c'est s'il était réellement mort ou si lui-même avait besoin d'un certain temps pour finalement prendre la décision: je suis mort ou je ne le suis peut-être pas. D'où l'explication d'un tel témoignage farfelu, où un homme mort depuis 1 heure ne le serait pas. Mais c'est très intéressant parce que ça soit Marie-Thérèse, que ça soit la sœur de Claude François qui a expliqué à sa propre mère que son frère n'était pas mort. Elle explique à sa mère: maman, dit-elle, Claude François n'est pas mort, ne t'inquiète pas. Il est grièvement blessé, son corps a été allongé chez Paul Lederman, il a été ausculté par des médecins, il guérira un jour, mais on ne sait pas quand. Et puis en route, elle explique à sa mère: si Claude va mieux, il est inutile de le déranger. Tous ces propos très étranges dans un homme qui est mort depuis un certain temps a de quoi quand même un petit peu nous bouleverser, nous étonner et se demander qu'est-ce qu'il y avait derrière toute cette histoire. Quand la mère de Claude François explique à 22 heures que Claude n'est pas mort, qu'il a les mains chaudes et que la réponse du docteur Elbaz a été de la droguer. Quand l'hôpital qui s'occupait du dossier refuse de fermer ce dossier et envoie des réanimateurs, 2 experts parisiens, pour réanimer Claude François 8 heures après sa mort. Il était mort depuis 8 heures quand l'hôpital envoie 2 experts en réanimation pensant qu'il n'est pas mort. Car c'est bien là le vrai problème. Le vrai problème, c'est le pompier. Le pompier déclare que quand il est arrivé, il a semblé bien jeune, Claude François. Jeune, ça veut dire quoi? 17 ans. Soyons clairs. Et puis un autre problème. L'électrocardiogramme, il l'a branché, mais oui, il était mort sur l'électro. Bon, vous allez me dire, on est rassuré, il était mort. Oui, il était mort sur l'électrocardiogramme. Le pompier s'exprime, mais il explique qu'il n'en était pas sûr. Parce que son électrocardiogramme avait déclaré plusieurs personnes décédées. Et il y avait un petit problème, il marchait parfois pas très bien. Alors ce jour-là, il trifouille les électrodes, rebranche et débranche plusieurs fois le matos, et puis au bout d'un moment, comme tout est plat, il lui semble qu'il est mort, il prend le pouls, il n'entend pas, il sent rien, pour lui il est mort, mais un petit doute quand même. Le pompier sait très bien parce que il s'occupe de réanimation quand même, et c'est un professionnel, on doit le dire, même s'il était jeune, il était un professionnel, il sait très bien que un pouls qu'on n'entend pas ne signifie pas qu'une personne est morte. Un pouls qu'on ne détecte pas ne signifie pas que quelqu'un est mort. Un cœur qu'on n'entend pas avec sa main ne signifie pas qu'il est mort. Et le pompier savait cela. C'est la raison pour laquelle il a déclaré que même si un électrocardiogramme ne donne pas une réponse claire, cela ne veut pas dire non plus qu'il est mort. Oui, l'électrocardiogramme peut lui aussi, dans une certaine mesure, faire certaines erreurs. Ainsi, certains battements
infrabasses ne sont même pas détectées par certaines machines. Ainsi, des personnes sont en vie pendant des heures, le cœur semble complètement arrêté, et pourtant ils sont complètement en vie, et le sang circule suffisamment de façon fine, douce, pour que le cerveau puisse vivre et survivre, et même être oxygéné sans aucune respiration de la personne. Tout ça, on le sait maintenant avec les années, l'expérience du corps médical, qu'on a vu des cas mais hallucinants de gens dans les morgues qui se réveillent 2 ou 3 jours après leur mort, qui ont été congelés, des corps congelés. Et puis quand on les décongèle, tout d'un coup la housse bouge, ils ne sont pas morts. Comment expliquer ces phénomènes de corps congelés qui sont finalement décongelés et pas morts? Pour le moment, la science l'a expliqué, ces phénomènes sont inexplicables. On parle même de résurrection. Il y a encore en France des tas de résurrections. On entend presque régulièrement, tous les 5 ans, un fait divers. Quelqu'un s'est réveillé dans sa housse à la morgue. Eh bien, la personne a été déclarée mort complètement et même cliniquement, mais il était en vie. Pour parler de la mort de Claude François, combien de temps est-il resté dans sa tombe? Cette émission est faite sur des sources d'informations sérieuses, France Dimanche, donc, et officielle et nationale. Cette émission est dédiée à mon coco, Claude François Junior, et aux Claudettes et à la capitaine. À tous, un grand bonjour, et commençons maintenant, après cet exposé et cette introduction, le cœur même de cette histoire. Le 11 mars 1978, la France entière annonce que Claude François est mort. Le 15 mars, il est conduit dans le caveau familial. Tout d'abord, ce caveau familial est un petit peu particulier. C'est Claude François qui l'a fait construire selon des plans qu'il a lui-même dessinés et voulus. La raison principale de ce caveau qu'il a dessiné, fabriqué avec des maçons, donc il s'est rendu dans un cimetière, le cimetière de Danemois, a passé des heures avec les maçons pour expliquer de quelle manière il voulait son caveau familial. Il a donc fait toutes les déclarations en règle auprès de la mairie de Danemois. Puis, je me place devant la caméra, puis il a alors contacté la ville de Monaco, expliquant que le caveau familial était prêt et qu'on devait procéder au transfert du corps de son père, Aimé François, Aimé qui est mort d'un cancer généralisé suite à un ulcère mal guéri. C'est vrai, l'ulcère mal guéri est un peu un problème familial dans la famille François. Monaco accepte donc, et oui, de déterrer son père, de récupérer le cercueil et de le transférer à Danemois. Un grand voyage s'opère entre Monaco et Danemois, et Claude François voit émerveillé entrer dans le cimetière le cercueil de son père. Tout ça vous a été caché et quelqu'un devait vous en parler un jour. Claude était heureux, c'était une grande journée, expliquera-t-il, parce que il avait besoin de se rapprocher de son père, il ne pouvait pas accepter que son père soit enterré à plus de 1000 kilomètres de lui et de sa famille. Il vivait à l'époque dans le moulin de Danemois et pensait sans doute y rester toute sa vie jusqu'en 1977 où cette attaque de gang va le persuader même de quitter Paris puisqu'il avait réservé des billets d'avion et en fait il devait complètement partir. Le moulin devait être vendu, sa décision avait été prise, mais il avait dit à sa sœur, et sa sœur pourrait le confirmer, que le moulin serait vendu qu'à partir du moment où on serait certain qu'il était intéressant de retourner en Égypte. Claude alors avait donné une version très intéressante à la presse, une version perdue aujourd'hui, qu'il préférait se réinstaller en Égypte avec sa famille, parce que de l'Égypte, ça serait plus facile pour lui d'aller en Amérique, plutôt que de le faire de la France à l'Amérique. Mais il voulait aussi la double nationalité égyptien-français et expliquait que l'Égypte était une plaque tournante des artistes américains et qu'il serait beaucoup plus facile pour lui de l'Égypte de partir aux États-Unis. Quand il réserve ses billets d'avion, premier problème, Kathleen n'est pas sur la liste des passagers.
Quand il parle de partir en Égypte avec sa famille, deuxième problème, il parle de partir en Égypte avec sa famille, avec sa mère et sa sœur. Il n'y a pas de Kathleen avec lui. Et c'était à dire aussi. Il voulait repartir en Égypte avec sa sœur et sa mère. Kathleen n'était pas dans sa vie au point de l'accompagner en Égypte. Et ça vous a été caché. Un grand secret familial entre le frère et la sœur, sa sœur Marie-Josée, de son surnom Josette, parce que petit il avait du mal à prononcer son nom. Mais regardez, moi je le prononce très bien, Marie-Josée. C'est plus facile que Josette, où ça fait un peu chaussette, les chaussettes. Je préfère Marie-Josée. Oui, petit Claude avait des difficultés à prononcer son prénom, mais au fur et à mesure, il parlait tellement bien le français, avec une articulation si parfaite que Marie-Josée pose aucun problème. Hein, pour personne d'ailleurs. Donc, ce jour-là, où le cercueil d'Aimée entrait dans ce cimetière, Claude était souriant, il était même, son visage avait changé, son visage était rayonnant. Il dira que si c'est triste d'entrer dans un cimetière, ce jour-là, c'était une journée de joie et même de bonheur, et qu'il n'avait pas ressenti une journée triste, mais une journée joyeuse. Le cercueil passe devant les yeux de Claude-François, il est souriant, heureux, ses yeux scintillent, son papa enfin. Il le retrouve, il revient près de lui, et alors les maçons placeront le cercueil avec, bien sûr, les gens qui s'occupent du convoi, ils étaient plusieurs. Le cercueil est descendu tout doucement dans le caveau familial. Claude entre dans ce caveau avec des lampes, puisque ce n'était pas éclairé. Peut-être que d'ailleurs ça a été éclairé plus tard, mais on sait que dans les cimetières, les caveaux, maintenant il y a de la lumière dans certains cimetières, mais généralement il n'y a pas d'installation électrique. Puis dans ce caveau avec des lampes, c'est lui-même, Claude-François, qui a placé le cercueil de son père pour qu'il soit exactement à l'endroit où il voulait. Oui, parce que quand le cercueil de Claude-François entre dans le caveau, les maçons et les personnes n'avaient pas mis le cercueil au bon endroit. Claude s'énerve un peu, on va décaler le cercueil, il doit être là, le cercueil, et pas là. Minutieux du détail, il avait construit un endroit pour son père, un endroit pour sa mère, un endroit pour sa sœur et un endroit pour lui. Et on ne pouvait pas mettre le... Je vous explique le cercueil, par exemple, en travers, où les 4 places seraient à lui seul, on va dire, gêneraient, si vous voulez, l'emplacement des 4 places prévues. Donc tout avait été minutieusement fait par Claude. On ne sait pas si l'intérieur du caveau avait des isolations particulières et s'il avait créé des formes particulières pour adapter les cercueils par rapport à une taille. Tout ça n'a jamais été révélé, mais peut-être que si Claude n'était pas mort, il pourrait nous en toucher un mot, hein, pourquoi pas. Donc on comprend mieux ce cercueil de son père Aimé François. Puis le caveau est fermé un nombre d'années assez considérable. Puis Claude avait dit qu'il voudrait reposer là. Mais c'est pas si vrai non plus qu'il voulait en 1977 reposer là. Après l'attentat qu'il a eu du gang, il était un peu ennuyé de reposer près de l'Essonne. Il dira que le lieu était rempli de gangsters et que finalement l'idée de reposer là, c'était plus une bonne idée. L'endroit était infecté de truands et de gangsters. Il pensait même qu'il pouvait se faire assassiner. Et tout d'un coup, il a eu une nouvelle idée. C'est entièrement tout déplacer, et son père et lui, et se faire enterrer ailleurs que à Danemois. Ainsi, en 1977, livre-t-il une confidence qui avait d'ailleurs été imprimée dans un livre de Lecoeuvre. C'était un livre avec un disque sur un concert, c'était un livre très illustré, très large, avec beaucoup de documents. Il avait expliqué qu'il voulait être enterré au bord de la mer Rouge. C'est ce qui change. Après l'attentat de 1977 du gang de la banlieue sud, Claude-François ne désire plus être enterré à Danemois. Il change donc ses volontés testamentaires et décide de se faire enterrer au bord de la mer Rouge, avec son père.
Et si sa mère meurt entre-temps, ou sa sœur, eux aussi seront enterrés là-bas. Il va donc écrire un Nouveau Testament, changeant celui de 1976, mais ce Nouveau Testament qu'il va écrire 8 jours avant sa mort disparaît. On dit même qu'il a été brûlé. Voici ce testament. Claude François, mystère autour de son testament, il a été brûlé il y a 1 mois. Cet article paraissait 3 semaines après la mort de Claude François. Donc, 1 semaine avant sa mort, son tout dernier testament brûle mystérieusement. Il y avait de ce testament, pour que tout le monde puisse bien comprendre, 3 exemplaires et pas 2. Et ça vous a été caché. Il y avait 3 exemplaires et ces 3 exemplaires ont tous mystérieusement disparu. Le premier a été brûlé, le second a disparu dans son bureau, et le troisième, qui était chez le notaire et dans son coffre-fort, lui aussi va disparaître mystérieusement. Ainsi, le jour de sa mort, les volontés testamentaires, ces vraies volontés, ne seront jamais accomplies par personne. Alors on se réfère, je le dis à Claude François Junior, à son testament d'avant, fait 2 ans avant, celui de 1976. C'est dans ce testament qu'apparaît des volontés où toute sa fortune intégralement, s'il y en a du moins, sera donnée à ses 2 enfants. Mais ces 2 enfants, quand il est mort, n'avaient pas la majorité. Ainsi, Alain-Dominique Perrin a dû gérer entièrement la fortune de Claude François, bien qu'il n'était pas si riche, puisqu'il avait un endettement assez important fiscal de 5 millions. Pour cela, il procède à la vente, lui ou sa famille, du moulin, qui va rapporter 4 millions de francs. L'assureur va payer 2,5 millions, ce qui fait 6,5 millions. Dans ces 6,5 millions, 1,5 million a complètement disparu, ce qu'on appelle de la comptabilité. Un vol de 1,5 million et on ne sait pas qui a volé cet argent. Le fisc a été remboursé, ce qui est la bonne nouvelle, et le testament qui a été validé a été celui d'Isabelle Forêt, appelée Jeanne-Marie. C'est ce testament qu'il avait fait en 1976 qui favorisait uniquement ses 2 enfants. Quoique, je peux vous dire que Claude, de toute façon, faisait toujours des testaments qui étaient lucides, intelligents, et que même éventuellement après sa mort, il n'aurait pas dit forcément grand-chose. Que le vrai testament ait disparu. Il aurait dit, bon, au moins mes enfants ont quelque chose. Et comme il aimait beaucoup ses enfants, surtout son coco qui était aussi Jean-Marc, les 2 s'appelaient Mon Coco, puisque ses enfants s'échangeaient à tour de rôle le nom de Claude François Junior, parce que Claude François Junior, vous le connaissez, oui, mais dans la vraie histoire, c'est pas tout à fait lui non plus. Non, Claude, pour lui, Claude, c'est-à-dire au tout début, quand il a caché l'existence de ses 2 enfants, appelait les 2 Claude François Junior parce qu'il n'y en avait qu'un. Et on devait toujours dire qu'il n'avait qu'un enfant. Ainsi, les 2 enfants échangeaient leur rôle et chacun s'appelait Claude François Junior. Jean-Marc, son 2e fils, s'est longtemps appelé Claude François Junior. Mais ça, il y a très peu de gens à le savoir. Hein. Claude, bien sûr, pourra en parler s'il n'était pas mort. Hein. Mais au-delà de cela, oublions ce genre de petits détails qui sont quand même très intéressants. C'est, bon, dans le fond, ses enfants ont hérité toute sa fortune. Bon, Claude, après sa mort, aurait pas dit grand-chose, aurait dit, bon, c'est pas plus mal. Par contre, on est face à un problème, c'est Alain-Dominique Perrin. Alain-Dominique Perrin, 2 mois avant sa mort, devient, on va dire, le gérant des affaires. Comment tout ça s'est passé ? Claude François rencontre Alain-Dominique Perrin dans un dîner chez Régine. Chez Régine, Claude explique, bon, dans le dîner, d'ailleurs Régine qui est très gentille, et une femme belle, charismatique, une très belle voix. Régine est une bonne chanteuse et surtout mignonne et très gentille. Et au cours de ce dîner avec Claude François, Claude confie qu'il a quelques problèmes avec le fisc et Alain-Dominique Perrin, qui était gérant d'affaires chez Cartier,
lui dit « Claude, laissez-moi m'occuper de vos affaires » et il envoie toute son équipe technique quelques heures plus tard pour essayer de régler les problèmes de Claude-François, du fisc. Le fisc, c'est les impôts, pas le fils, le fisc, voilà, qui est les impôts. Quelques heures plus tard, des gens arrivent et Alain-Dominique Perrin prend en main la gérance des biens de Claude-François pour qu'il s'en sorte. Oui, à cette époque-là, il devait 5 millions au fisc et surtout il risquait la prison, c'est-à-dire les menottes et la prison, et il avait conscience avec ce que Stéphane Collaro lui avait dit, parce que Stéphane Collaro lui avait dit, en privé comme en public, si tu continues comme ça, Claude, tu vas finir en prison. Et puis, bon, malgré tout, Claude était assez croyant. Quand quelqu'un lui disait tu vas finir en prison, il le croyait vraiment. Oui, c'était un homme croyant. Il suffisait d'insister sur un truc 5-6 fois pour qu'il commence à avoir un peu peur. Claude était comme ça. Il me dit depuis plusieurs fois que ça va arriver, ça doit être vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Alain-Dominique Perrin, d'ailleurs que je ne critique pas, puisqu'il a quand même redressé toutes les entreprises de Claude et a permis à Clo-Clo Junior d'avoir un peu d'argent, donc soyons justes avec lui, a géré entièrement l'héritage de Claude-François. Le problème est qu'un testament a disparu, et ça je le dis à sa femme, donc bonjour, attachée de presse de Claude-François, Marie-Thérèse. Le problème est que quand le testament a disparu chez le notaire, à ce moment-là de la disparition, c'était Alain-Dominique Perrin qui gérait les biens de Claude, et qui avait accès à ce coffre-fort, qui était chez le notaire. Donc, hormis lui, on ne voit pas qui, mais on ne l'accuse pas de cela, aurait eu le droit et le pouvoir d'avoir accès à ce testament, le dernier testament de Claude-François. Il est évident que dans le dernier testament, Alain-Dominique Perrin n'était pas le gérant de ses biens. Ainsi, ce testament a disparu. C'était à dire, mais je dis Alain-Dominique Perrin, je te rassure, je sais beaucoup de choses, mais tu ne seras jamais en garde à vue, même si tu as fait quelques manigances. Pourquoi? Parce que, bien que je ne t'accuse pas de cela, parce que tu as permis à Claude-François Junior d'avoir de l'argent, et malgré tout, peut-être que ton idée n'était pas si mal. Seulement maintenant, on ne va pas accuser Alain de malversation, mais c'est clair qu'il n'y avait que lui qui avait accès à ce testament. Mais peut-être que le notaire était véreux et a vendu ce testament à une tierce personne. Alors on ne peut pas accuser le mari de l'attaché de presse, qui effectivement, la corruption existait à cette époque, il pourrait tout simplement ne pas avoir été renseigné de ce testament et qu'une tierce personne l'ait acheté au notaire véreux. Oh, c'est pas rare que les notaires se font acheter. Ainsi, on ne peut accuser personne, car l'affaire est complexe. Mais ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est pas le testament de Coco de 1976 qui le nomme héritier de tous les biens de Claude-François. Bon, après tout, il est quand même son fils, et donc, légalement, a un droit d'héritage qui ne pourrait pas déranger Claude-François, même s'il n'était pas vraiment mort. On est d'accord tous ensemble sur ce point. Ce qui nous intéresse, c'est le vrai testament, celui qui a disparu, parce que c'est celui-là qui est intéressant. D'abord, que contenait-il et est-ce que j'ai des informations là-dessus? Bon. Claude François avait changé ses dispositions testamentaires. Une des raisons principales, et on doit le dire, c'est qu'avec sa sœur, il avait prévu de vendre le moulin et donc de quitter Danemois. Donc il en avait parlé à sa sœur, donc vous voyez, je vous donne des informations très précises. Les Claudettes pourront téléphoner à la sœur de Claude François. On va repartir en Égypte, avait-il dit. Et donc, effectivement, s'il devait repartir en Égypte, que les billets d'avion étaient déjà réservés, effectivement, il devait changer son testament, celui où il était enterré à Danemois. Et oui, un homme qui va vivre en Égypte et qui sera donc enterré là-bas en Égypte ne peut pas se faire enterrer à Danemois où il revend son moulin et où il doit partir. Donc le cimetière n'a même plus d'intérêt. Le but était de vendre le moulin et même de faire rapatrier le cercueil de son père en Égypte et même de redonner on va dire la concession, si vous préférez, funéraire à la ville. Comme ça, vous savez tout. Donc dans ce testament, il y avait quoi exactement que je sais d'une façon sûre, absolue, et qui pourrait être confirmée par sa sœur? Tout d'abord,
La dispute de 1976 était loin entre sa sœur et sa mère. Il avait donc dans ce testament donné des biens à sa mère et à sa sœur. À sa mort, sur le testament de 1976, sa sœur se retrouve sans argent, et surtout sa mère. Heureusement, le bon cœur de Isabelle Forêt, de Jeanne-Marie, va lui octroyer pas une pension, il y aurait un mot plus précis, mais on va dire l'équivalent d'une pension quand même, c'est comme ça qu'on peut dire les choses, bien que ce n'est pas tout à fait le mot exact, trouvez le mot si vous l'avez, et cette pension va permettre, c'est vrai, de verser à la mère de Claude-François et à sa sœur un petit bien financier de compensation. Cette pension a été versée pourquoi ? Tout d'abord parce que les personnes qui ont versé cette pension n'étaient pas naïfs. Ils se doutaient que Claude-François avait changé ses volontés testamentaires, et c'est pas parce qu'un testament était brûlé qu'on devait tout à fait les renier. Et Jeanne-Marie était consciente de ses dernières volontés, elle le savait, elle n'était pas idiote. Et comme malgré tout c'est une bonne personne, la mère de Coco et Marc, elle n'a pas voulu les laisser sans argent, sachant que les vraies volontés testamentaires n'étaient pas celles de 1976. Et que dans les vraies volontés, sa mère et sa sœur ne pouvaient pas être dépouillées complètement. C'est là où on voit le bon cœur et la gentillesse de la mère de Coco et Marc. C'est une bonne personne quand même, quoi qu'on dise. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est combien de jours Claude-François est resté dans sa tombe, parce que vous allez me dire, on ne comprend plus rien. On parle d'un testament, pas de Claude et de la tombe. Attendez, je vous ai expliqué, la vérité demande des explications complexes. Claude, dans ce testament, on a parlé de l'aspect financier et d'héritage. On a parlé de l'aspect où il désirait être enterré. Oui, dans le dernier testament, puisqu'il devait partir de son moulin et avait réservé des billets d'avion au nom de sa mère et de sa sœur et de lui sans Kathleen. Kathleen n'était pas concernée dans ce départ à l'étranger. Kathleen travaille à Girl Model. Elle est un mannequin qui est financé et qui travaille pour Claude. Ainsi, elle doit faire dans son travail des séries de photos qui sont publiées dans la presse pour valoriser une certaine image qu'il désire, et puis parfois donner, pourquoi pas, une version d'attentat quand c'est nécessaire. Bien sûr, certaines versions comme celle de sa mort seront peut-être pas tout à fait claires de sa part, ça n'a peut-être pas été bien expliqué avant, enfin, rentrons pas dans le tel détail, là c'est un peu privé quand même. Oui, Claude avait changé ses volontés, et comme il ne comptait pas du tout rester en France, déjà il avait un peu peur d'aller en prison, et pensait qu'en vendant le moulin, eh bien il n'irait pas en prison, il paierait le fisc avec. Mais il ne voulait pas payer le fisc de la totalité de la vente du moulin. Et ça n'a jamais été dit. On va revenir sur cette photo, si vous me le permettez, de Danny Borg. Je vais couper ma caméra. Donc photo, selon les journalistes, la photo n'est pas du 11 mais serait du 12 mars, mais moi je dis plutôt du 11. Cette photo où Danny prend dans ses bras la femme de Jean-Pierre Bourter nous montre le désastre de la mort de Claude-François un 11 mars, très compliqué, des pleurs, des chagrins, des larmes, on ne devra jamais oublier. Évidemment, cette image très dure et j'ai voulu vous la remontrer parce que, regardez bien cette photo, malheureusement, je ne vais pas la remontrer par la suite. Et je voulais à nouveau vous dire à quel point la mort de Claude-François fut complexe pour tout le monde, y compris ces danseuses, qui se sont retrouvées au chômage très jeunes. Mais malgré tout, on doit être conscient qu'une carrière de danseur s'arrête vers 25 ans. Ainsi, la carrière de Danny s'est arrêtée à 23-24 ans. En tous les cas, elle a fait 2 ans de plus, puisqu'après la mort de Claude, elle a fait 2 tournées. Donc 25 ans, c'est exactement ce que disait Claude. Une carrière de danseur s'arrête à 25 ans. Ainsi, Danny, Claude a arrêté ta carrière à 25 ans, comme il a toujours pensé qu'on ne devait pas dépasser ce chiffre. C'était à dire aussi. Dans le testament réel de
une veuve noire, c'est comme ça que je vais l'appeler. Une mystérieuse femme héritait de certaines choses et on ne comprenait pas pourquoi cette femme était nommée dans ses volontés testamentaires. Avait-il eu une relation, un amour secret avec elle? Enfin, en tous les cas, la femme en question, c'était une femme inconnue, c'était même pas Kathleen, c'était encore une autre femme. Cette femme, quand elle apprend que Claude François est mort, on va l'appeler la veuve noire, est très étonnée que dans les volontés testamentaires, elle n'apparaît pas. Non, elle n'apparaissait pas. Elle avait été effacée de l'histoire. Et un testament 1976 devenait le seul testament légal. Le véritable testament, le dernier, a été brûlé, puis a disparu dans son bureau, et enfin a disparu chez le notaire après sa mort. Après sa mort. Ainsi, les 3 exemplaires de son vrai testament ont été complètement ou volés, ou pris, ou achetés. On ne peut pas savoir, évidemment, si le notaire n'était pas tout simplement corrompu, c'est vrai. Mais Alain-Dominique Perrin avait la gérance de tout, pratiquement de tout, donc il avait accès au coffre-fort, mais on ne peut pas l'accuser, parce que les notaires sont corruptibles et véreux, et n'hésiteraient pas à vendre un document contre de l'argent. En tous les cas, ce qui nous intéresse dans ce testament, que je vous remontre, mystère autour de son testament, il a été brûlé il y a 1 mois, donc 1 semaine avant sa mort. Ce qui nous intéresse, c'est la veuve noire. Une mystérieuse femme n'est pas d'accord avec la version officielle et de sa mort, et de son testament, et de l'enterrement de Claude François. Elle conteste 3 choses. C'est cette veuve noire qui a engagé un réseau clandestin qui peut être un gang, pourquoi pas, on dira le gang de la banlieue du Sud, ou d'autres personnes. Et cette veuve noire demande, puisqu'elle a été spoliée, on parle d'une spoliation, demande alors que si la famille de Claude François s'empare de tous ses biens, il y a une chose pour laquelle ils ne pourront pas s'emparer, c'est de lui-même. Ainsi organise-t-elle, 10 jours après la mort de Claude François, le vol de son cercueil. Et tout a commencé autour de volontés testamentaires qui n'ont pas été faites de son entourage. Elle s'est sentie spoliée, engage un gang, nous avons su toute l'histoire, et ce gang va kidnapper le cercueil de Claude François et même demander au départ une rançon à la police. Voici l'article de presse, donc assez choc. Je coupe ma caméra, je commente. La presse avait publié donc le vol du cercueil de Claude François qui a été volé le 25 mars 1978, on doit le préciser. Et ici, c'était la presse du 27 mars, c'est-à-dire que 2 jours plus tard, on publiait la nouvelle. Claude François, son cercueil volé, comme celui de Charlot. Charlot, c'était le surnom français de Charlie Chaplin. Sur cette page de France Dimanche, parce qu'à l'époque on avait une double actualité qui existe de moins en moins, on avait sur la page arrière Jodassin, oui mon enfant est un vrai enfant de l'amour. Donc moi j'aime beaucoup Jodassin et on doit, par rapport à tout ce qui s'est dit après sa mort, être très prudent parce qu'il n'est plus là pour se défendre. Et c'est vrai que Jodassin, on l'aimera toujours pour ses belles chansons et son charisme. Il était un homme très bon, très gentil. Et vous voyez cette double page qui est très intéressante de France Dimanche. Nous voyons son cercueil a été volé. Et de l'autre côté, on avait quand même aussi une information d'Assin. Alors pourquoi? Tout d'abord, je reprends ma caméra et je vous explique. À l'époque, la presse française traversait une crise journalistique. Et on cherchait le moyen de vendre du journal parce que le journal se vendait de moins en moins. Il y a eu toute une crise entre 1979 et 1980 où les journalistes se plaignaient que les journaux ne se vendaient plus.
Aujourd'hui, on parle même d'abonnements ridicules sur des réseaux internet où il n'y a même plus d'impression papier. Pratiquement tous les grands journaux ont réduit, voire, on va pas dire réduit, on va dire ont annulé leur publication, c'est plus juste, et réduit dans des systèmes de sites sociaux, si vous voyez ce que je veux dire. Mais à cette époque-là, les sites sociaux n'existaient pas et je cherchais une explication claire. Et donc, ils ont été dans l'obligation, pour que vous puissiez comprendre, de trouver une solution pour publier des articles qui soient passionnants, intéressants et qui intéressent un plus large public. Alors, sur cette page dont nous revenons, nous voyons qu'on n'hésitait pas à l'époque de faire une double page star. Claude François et Chaudassin, ça va quand même mieux se vendre que Claude François tout seul. Et puis si Claude ne se vend pas, Jo va se vendre. Et si Jo ne se vend pas, c'est Claude qui se vendra. C'était déjà un très bon business et une très bonne idée. Le cercueil de Claude François est donc volé, mais comment tout ça s'est passé? Le 25 mars, 26 mars, un week-end, un gang entre dans le cimetière non surveillé à l'époque et va fracasser et casser la tombe de Claude François. Elle a été cassée, c'est-à-dire que le nom François était brisé, donc les dernières lettres étaient brisées, la tombe était déformée, une dalle énorme a été poussée. Il y avait déjà une dalle, mais qui n'était pas aussi impressionnante que celle d'aujourd'hui, puisque celle d'aujourd'hui, c'est une dalle qui est scellée, mais qui, je dirais, n'a aucun intérêt d'être scellée. Pourquoi ça n'a aucun intérêt? Parce que nous savons que le caveau est un simple caveau fait à partir de blocs de béton qu'on peut casser sur un tunnel. Donc sceller une tombe, ça ne sert à rien. Mais disons, pour les gens qui ne sont pas au courant comment est fait ce caveau, en scellant la tombe, ça sécurise un peu mieux. Mais en réalité, en faisant un tunnel en dehors donc du cimetière, on peut tout à fait creuser un tunnel, casser les blocs de béton et revoler le cercueil. Enfin, en tous les cas, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de cercueil de Claude François dans le cimetière. En tous les cas, c'est ce que vont prétendre les ravisseurs. La police prend l'enquête en main. Le cercueil de Claude François a été volé 10 jours après sa mort et Claude François est resté dans sa tombe 10 jours seulement. 15 mars, 25 mars, il n'était déjà plus dans le cimetière de Danemois. Il est resté 10 jours seulement. Mais alors, quelle est la vraie histoire? La veuve noire de Claude François, la mystérieuse femme qui va être voilée et même apparaître, elle va avoir même l'audace d'apparaître, elle apparaîtra pour voir justement l'enquête, et la police va suspecter cette femme, qu'elle était à l'origine du vol du cercueil. Mais justement, quand elle s'est sentie suspectée, elle a disparu. Mystérieuse veuve, d'ailleurs elle apparaît d'un voile noir, expliquant qu'elle est la vraie veuve de Claude François, et oui, une femme mystérieuse, grande, très belle, un mannequin, qui est la vraie veuve de Claude François, et qui n'a pas aimé être spoliée. Ainsi, pour se venger d'avoir été spoliée et rognée du vrai testament, et que les 3 exemplaires ont été un brûlé, l'autre volé, et l'autre a été sans doute vendu par le notaire, respectons Alain-Dominique Perrin et ne l'accusons pas de malversation, puisque quand même il a redressé la fiscalité de Claude, donc on ne peut pas être injuste avec. Oui, cette veuve, elle prétend être la vraie veuve de Claude François. Peut-être pas sa femme, mais en tous les cas beaucoup plus importante que Kathleen. Elle a été spoliée, on l'a volée au niveau d'un héritage, on parle d'un appartement que Claude lui avait donné sur testament, elle devait avoir un appartement pour rester au chaud, et un peu d'argent. Claude lui avait promis qu'elle aurait quelque chose. Claude vivait une histoire avec une personne inconnue qui aurait été sa vraie veuve. Et elle n'apprécie pas d'être spoliée. Ainsi engage-t-elle un gang, estimant que puisqu'elle est spoliée, elle va récupérer le corps de son défunt ami ou amour. L'idée était surtout de récupérer le corps pour l'enterrer à l'endroit des vraies dispositions testamentaires au bord de la mer Rouge. Ainsi, le cercueil aurait pu, à partir du 25 mars, complètement traverser la mer
pour aller être enterré au bord de la mer Rouge afin que les vraies volontés de Claude soient complètement respectées. Ainsi, le vrai cercueil de Claude François est sans doute, à l'heure qu'il est, enterré au bord de la mer Rouge, conformément à ses volontés et conformément aux volontés de sa vraie veuve. Le cercueil de Claude François est volé, la police prend l'enquête et cache au public que le cercueil n'est vraiment plus du tout dans la tombe. On essaye de minimiser les choses et première erreur de la police, ils vont pratiquement immédiatement sceller la tombe. Oui, en réalité, la tombe va être scellée pratiquement immédiatement et le cercueil n'avait pas été récupéré. La police s'était déjà empressée à sceller la tombe, de peur que le cercueil de Aimé François, son père, soit volé ou kidnappé aussi. Bien qu'on ignore s'il existe encore un cercueil dans cette tombe. Celui du fils ou du père, on l'ignore. Mais la police fait une erreur. Il décide, le 27 mars, c'était, si je ne me trompe pas, ou le 28 en après-midi, la police arrive au cimetière avec des professionnels et scelle immédiatement la tombe. Selon eux, une précaution. On décellera quand on aura récupéré son cercueil. Revoyons donc l'article du journal. Claude François, son cercueil volé, comme celui de Charlot, c'est arrivé donc 10 jours après sa mort. Le cercueil était déjà plus dans sa tombe. La police, selon eux à l'époque, aurait scellé la tombe par précaution, pour éviter que les admirateurs de Claude ne regardent cette tombe. On pouvait la laisser un peu décelée et attendre le retour du cercueil, mais la police s'empresse de vite refermer la tombe. Pourquoi ont-ils refermé cette tombe aussi vite ? Eh bien parce que dans les cas de vol de cercueil, soyons réalistes, la police ne retrouve jamais personne. Et que dans tous les cas en France de vol de cercueil, on sait qu'aucun cercueil n'est jamais restitué. Car il y a en France encore beaucoup de vols de cercueils de diverses personnes. Charlie Chaplin avait été volé, c'est vrai, son cercueil avait été volé, mais une rançon avait été demandée et sa famille a payé la rançon et le corps a été restitué car il y avait quand même une belle somme d'argent au bout. Pour Claude François, la police n'y croit pas vraiment que le cercueil sera restitué un jour. Presque immédiatement après le vol, il scelle sa tombe. En réalité, il n'avait pas d'espoir qu'il puisse récupérer ce cercueil. Ainsi, le 25 mars, 10 jours après sa mort, Claude François quittait définitivement le cimetière de Danemois. On ne saura jamais si la police n'ait pas réussi par miracle à négocier une rançon secrète. Mais nous savons que le vol de ce cercueil n'était pas lié à une demande de rançon, mais une demande de volonté testamentaire. Ainsi, en toute logique, il est presque sûr que la veuve Noire a respecté les dernières volontés de Claude François, a transféré son cercueil au bord de la mer Rouge, l'a enterré là-bas et a retiré son voile de veuve noire.